chercher l'erreur. De 17 à 18h, Isaac Franco, Gérard Grosjean. Bonsoir chers auditeurs de Radio Judaïka, Gérard Grosjean et Isaac Franco sont heureux de vous retrouver pour Chercher l'erreur, votre émission traditionnelle du lundi soir. Nous allons peut-être commencer ce soir avec une actualité tout à fait brûlante, comme vous l'avez entendu il y a quelques instants dans le relevé des événements de la journée. Il s'agit des naufrages en Méditerranée, naufrages de bâtiments qui sont occupés par des centaines de migrants en provenance des côtes du sud, principalement de la Libye, de la Syrie, et qui ont affrété des bâtiments qui sont généralement plus aux normes de navigation, qui sont de véritables cercueils ambulants, et qui viennent s'échouer, pour le mieux sur les côtes de l'île de Lampedusa, ou qui partent véritablement vers le fond, en plein milieu de la mer Méditerranée. C'est un drame humain épouvantable, c'est une catastrophe humaine également, et je crois que ça comporte également un certain nombre de risques pour la sécurité de l'Union européenne, parce que ce sont des centaines et des centaines, voire même des milliers de migrants illégaux qui viennent s'échouer sur les côtes européennes et qui ensuite, grâce aux mesures de Schengen, des accords de Schengen, peuvent sillonner l'intégralité du territoire de l'Union européenne. Ça, c'est, je dirais, le départ du problème. À cela s'ajoute également que parmi ces migrants, il y a une quantité impossible à vérifier de terroristes, de djihadistes, et qui utilisent ces moyens pour parvenir directement au sein de l'Union européenne. Et parmi encore ces événements, on peut relever l'histoire de ces boat people qui, entre eux, se sont jetés à la mer. Ceux qui étaient d'origine musulmane ont attaqué des chrétiens et les ont jetés par-dessus bord. C'est l'horreur suprême, et je crois qu'il faut véritablement en être conscient et rappeler cela. Le pape s'en est ému, lui aussi. Il était temps. Les autorités de l'Union européenne se sont réunies aujourd'hui à Luxembourg, puisqu'au mois d'avril, toutes les sessions du Conseil des affaires étrangères et du ministre de l'Intérieur se tiennent à Luxembourg et pas à Bruxelles. Nous attendons de voir un peu les communiqués qui vont être issus à la fin de cette session du Conseil, mais nous espérons qu'ils ne se limiteront pas simplement à des paroles de compassion, à des mises en garde, mais qu'ils sauront saisir le problème à sa racine. Et là, c'est toute une stratégie qu'il convient de développer pour éviter de tuer à la base ces voyages dangereux qui mettent à mal les rives sud de l'Union européenne, en particulier l'Italie, oui, qui est la plus visée et qui doit supporter le poids, alors que les autres États de l'Union européenne, notamment ceux du Nord et de l'Est, semblent ne pas être concernés et refusent une quelconque collaboration, que ce soit humanitaire, sanitaire et politique. Et financière. Et financière, oui. C'est un des aspects du problème qui a en effet plusieurs ramifications. Il y a une dimension politique au problème, il y a une dimension humanitaire, et il y a une dimension criminelle aussi. Parce une dimension sécuritaire. Et ce qui est en place, c'est une véritable mafia, une nouvelle forme de traite négrière, rien de moins. C'est par centaines de milliers que ces migrants, ces damnés de la terre qui fuient la misère, qui fuient le désespoir, qui fuient la guerre, qui ravagent toutes les rives de l'Afrique du Nord,
c'est un problème qui doit être pris à la racine et qui n'est en Europe malheureusement traité que dans sa dimension humanitaire. C'est un problème humanitaire qui a vu des centaines de milliers de personnes arriver en 2014 sur les rives italiennes en particulier. Ça continue. En quelques jours seulement, il y en a 14 000 qui sont arrivés. Il y a eu, la semaine dernière, on s'en est ému, 400 personnes qui avaient sombré, leur embarcation avait sombré, emportant avec elle les 400 personnes qui étaient dessus. Hier, on dit que c'est entre 900 et 1000 personnes. Ce sont des témoins qui disent, bon, il faut prendre ça aussi avec beaucoup de prudence, ces témoignages, dans la mesure où on se demande comment est-ce que ces migrants ont pu compter qu'il y en a 900 ou 1000. Mais peu importe. S'il y en avait 100 ou 200, c'est déjà une tragédie. C'est pas le nombre qui fait la tragédie, c'est le fait qu'elle ait pu arriver. Aujourd'hui, c'est à nouveau 300 personnes qui ont également perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation. C'est donc une tragédie, malheureusement, à laquelle l'Europe apporte pour l'instant une réponse essentiellement humanitaire et non pas une réponse politique. Et c'est là tout le problème, parce qu'il y a un véritable appel d'air. Tout le temps qu'on traite ce problème de façon humanitaire, il est évident que même avec la carence de moyens qui caractérise l'intervention italienne, en particulier d'abord dans l'opération Mare Nostrum et maintenant avec l'opération européenne Triton, c'est insuffisant, mais c'est suffisant en tout cas pour appeler les gens à continuer de venir et à franchir la Méditerranée au péril de leur vie. Et c'est ce qu'ils font, parce qu'il n'y a pas de traitement politique en amont. C'est quoi en amont ? C'est ce que disait le Premier ministre italien Matteo Renzi. C'est pas en Italie qu'il faut agir. C'est pas sur les rives sud de l'Europe qu'il faut agir. C'est pas sur les marches méridionales de l'Europe qu'il faut agir. C'est sur les marches du nord de l'Afrique qu'il faut agir pour empêcher ces mafias qui instrumentalisent le désespoir et la misère des gens et qui comptent contre une fortune, font passer des gens sur des embarcations qui risquent à tout moment de chavirer. C'est là qu'il faudrait avoir une politique européenne de la prévention de cette tragédie, de manière à ce qu'elle ne soit plus un drame humanitaire, de manière à ce qu'on n'ait plus à la traiter comme si c'était une tragédie humanitaire seulement. Il y a un besoin de traitement politique, et c'est là où, malheureusement, l'Europe fait une fois encore défaut. On laisse essentiellement à la charge de l'Italie le soin de prendre ce problème, de s'occuper du traitement de ce problème, et tout le monde s'en fiche, parce que pour l'instant, ça n'est que en Italie, ou essentiellement en Italie, que ces malheureux arrivent. Mais il n'y a pas véritablement de solidarité, il n'y a pas d'union, il n'y a pas de solidarité européenne pour prendre des décisions qui permettraient de tarir à la source ce réservoir de misère qui tous les jours et qui s'accroîtra tous les jours parce que la misère qu'il fuit est trop grande et les rêves qu'ils se font à propos de ce prétendu Eldorado européen sont trop brillants pour ne pas y succomber. Et quelle que soit la carence italienne pour prendre en charge ces malheureux qui arrivent sur les rives européennes, c'est mieux que ceux qu'ils quittent. Or, le vrai problème, c'est de les empêcher de quitter là où ils sont. On ne l'a pas assez dit, on a dit énormément de choses sur les conséquences dramatiques de l'intervention américaine en Irak, mais on n'a pas assez souligné le caractère irresponsable de l'intervention américano-européenne, en particulier franco-anglo-américaine et américaine, en Libye. Depuis lors, on a remplacé un État dictatorial d'une cruauté sans borne, certes, mais qui faisait régner l'ordre et avec lequel on pouvait parler et négocier, avec lequel qu'il y avait un numéro de téléphone que l'on pouvait décrocher, que l'on pouvait composer, et il y avait quelqu'un qui allait décrocher le cornet, et avec lequel on pouvait parler, qu'il était moralement répréhensible, sans aucun doute. Mais depuis qu'on a débarrassé la Libye de son patron Kadhafi, et qu'on a remplacé, et qu'on a instauré, après avoir tout cassé là-bas, un véritable chaos sécuritaire, un véritable chaos politique, des guerres tribales, une misère sans nom, avec des arsenaux d'armes qui se baladent absolument partout, depuis la Mauritanie à l'ouest jusqu'au Sinaï et à la bande de Gaza. Voilà ce qu'on a créé. On a défait un pays, on l'a jeté à bas, on l'a littéralement détruit, émietté, et on l'a remplacé par un chaos absolu. Et désormais, ce sont les mafias qui y règnent en maître.
Matteo Renzi a déjà proposé d'avoir une troupe européenne, des milliers d'hommes européens qui débarqueraient en Libye pour empêcher cet exode massif qui pourrait ne pas prendre fin. On pourrait voir des centaines de milliers de personnes arriver encore une fois avant la fin de cette année 2015, qui vont s'ajouter aux 500 000 personnes déjà arrivées en 2014, et dont on ne sait que faire. On ne sait pas quoi faire. Il ne faut pas oublier que l'Europe est en crise elle-même. Elle ne sait pas, elle n'a pas les moyens humanitaires de subvenir à une telle misère. Il n'y a pas des centres d'hébergement en quantité suffisante. Et comment y en aurait-il, quelle que soit la volonté des gouvernements, la solidarité? Le problème, c'est qu'on traite ce problème comme une crise, comme une tragédie humanitaire seulement, et il manque cruellement une dimension politique et une politique européenne. Alors cette carence de l'Europe en matière de politique se traduit bien entendu à ce niveau. Mais également on doit relever le fait que les exactions qui sont commises à ces occasions, notamment je veux parler de la douzaine ou de la quinzaine de migrants chrétiens, oui, qui ont été jetés par-dessus bord des embarcations par le reste, les autres qui étaient musulmans. Oui. On n'en a pas beaucoup parlé, véritablement. Ça semblait un fait divers sorti comme ça du lot pour l'exemple. Nous prouve bien que ce conflit, le conflit dont on parle habituellement, était également un conflit religieux. Et là qu'on ne vienne pas nous dire que ce sont des islamistes radicaux qui ont participé à cette horreur. Je pense que naturellement tous ceux qui étaient à bord et qui étaient musulmans ont participé. C'est le cas également des Coptes de Libye, 30 Coptes de Libye qui ont été également assassinés par l'État islamique. Par l'État islamique. Pourquoi ? Parce qu'ils sont de religion chrétienne. C'est deux tragédies différentes. La première, c'est effectivement entre damnés de la terre. Oui. Véritablement entre damnés de la terre, entre des musulmans qui fuient la misère sur des embarcations et qui côtoient des mêmes miséreux, mais qui sont de confession chrétienne. Et en effet, les premiers ont jeté les seconds par-dessus bord. Une vingtaine de morts. Et le questeur italien a ouvert une enquête et a arrêté 15 personnes, toutes musulmanes, parce qu'elles seraient responsables. Il y a une enquête qui est ouverte, il y aura donc un procès pour l'assassinat de ces malheureux. Donc c'est vraiment une tragédie sans nom et qui montre, vous avez raison de le souligner, qui montre qu'il y a en effet, même malgré qu'on se trouve au milieu d'une tragédie, d'une misère sans nom, eh bien, il y a là des détestations entre damnés de la terre qui font perdre la tête, qui font perdre la raison. Pour ce qui est de l'État islamique avec ces 30 chrétiens coptes en provenance d'Éthiopie, sur les côtes libyennes, bon, c'est toujours la même propagande par l'horreur de l'État islamique qui montre par là son manque total d'humanité et qui montre bien qu'en effet la guerre qu'il livre est une guerre contre tous, contre tout le monde, à la fois contre les mécréants non musulmans, mais également contre les musulmans qui ne seraient pas assez musulmans comme eux. Et on ne voit pas très bien comment on peut arrêter ces gens-là, compte tenu du fait qu'en Libye, en particulier, on a transformé ce pays en véritable terrain de récréation pour toutes les organisations terroristes de la planète. Bien. Nous venons peut-être maintenant à la loi qui est passée au Congrès américain. Oui. Pour limiter les pouvoirs du président Obama, qui jusqu'à présent entendait gouverner par décret, et sans même se sentir obligé d'informer le Congrès des mesures qu'il envisageait, et ce qui était donc un détour de la démocratie dans un pays comme les États-Unis, où la démocratie est la force vivante de ce pays. Et les congressmen ont eu une réaction, je dirais, saine et salvatrice, en ce sens qu'ils ont entendu mesurer un peu l'impact de ces décrets dans la vie politique américaine. Le président Obama en était fort mari. Les
ces parlementaires démocrates ont essayé d'adoucir quelque peu ce projet de loi, mais je crois que là, Obama a perdu quand même cette manche et il va devoir s'adapter à cette nouvelle condition d'un devoir de contrôle parlementaire de ses activités d'exécutif. C'est là où on voit tout le travail d'information qu'a mené le Premier ministre israélien. Oui. C'est là où on voit à quel point il était nécessaire, je dirais salvateur, pour le Premier ministre israélien d'aller parler au Congrès, toutes chambres réunies le 3 mars dernier, il y a de cela 1 mois et demi, pour instruire le Congrès sur le danger de ce qui se mettait en place à Lausanne. Et aujourd'hui, eh bien, ce réveil du Congrès, cette décision prise par le Congrès dans le comité des affaires étrangères du Sénat, qui a voté à l'unanimité de ses 19 membres, 10 républicains et 9 démocrates, le projet de loi dit Corker-Menendez. Ce sont donc les initiateurs de ce projet de loi qui oblige le président à soumettre un éventuel accord entre les 5+1 d'une part et l'Iran de l'autre au 30 juin, de le soumettre pour approbation au Congrès. Pourquoi ? Parce que le Congrès a la haute main sur les sanctions qu'il avait lui-même votées et que pour les lever, il faut en passer par l'assentiment du Congrès. Le président prétendait s'exonérer de ce passage devant le législateur. Il y a eu une fronde, pas seulement des républicains, cela va sans dire, qui ont une majorité dans les deux chambres, mais également dans les minorités démocrates dans la Chambre des représentants, Chambre basse, et dans la Chambre haute, au Sénat, qui ont fait tous comprendre qu'il y avait une inquiétude bipartisane à propos de ce que l'exécutif s'apprête à signer avec l'Iran et qu'il entendait le Congrès signifier au président américain qu'il faudrait en passer par une ratification du législateur. Dans un premier temps, le président américain avait dit que de toutes les façons, il s'opposerait à une quelconque ingérence du Congrès dans ce que le président considère être le domaine réservé du président, sans en passer par un contrôle. Il a été obligé, compte tenu du fait qu'il a mesuré les forces en présence et qu'il a vu que même dans ses propres rangs, il y avait un nombre suffisant de congressmen et de sénateurs pour être prêts à désavouer le président, et il a dû accepter le principe de signer ce projet de loi Corker-Menendez. Ça veut dire que tout accord qui serait signé d'ici 2 mois et une dizaine de jours à Lausanne avec l'Iran devra être présenté au Congrès, qui aura 30 jours. Et vous parliez d'aménagement, d'adoucissement du projet initial. C'est vraiment à la marge, ces adoucissements, parce que, au plan du principe, on a gardé la structure, l'architecture de ce projet de loi à l'identique. Que dit ce projet de loi ? Il oblige l'exécutif, c'est-à-dire la Maison-Blanche, à soumettre au Congrès, aux 2 chambres, Chambre des représentants comme Sénat, ce projet d'accord, on ne pourra plus parler d'accord, mais d'un projet d'accord qui sera soumis à l'assentiment du Congrès, qui aura 30 jours pour étudier ce projet d'accord. 30 jours, au lieu des 60. Voilà, ça c'est un des aménagements qui aurait, soi-disant, amené la Maison-Blanche à accepter de signer ce que par le passé elle disait ne pas être d'accord de signer. Donc, elle aura 30 jours, le Congrès aura 30 jours pour étudier sous toutes ses coutures le projet d'accord qui aura été préparé par la Maison-Blanche et que la Maison-Blanche s'apprêterait à signer avec les Iraniens. 30 jours pour étudier le deal. Il y aura ensuite, après ces 30 jours, 12 jours accordés au président pour qu'il fasse valoir son éventuel veto. Et il y aura, après ces 42 jours, donc 30 jours plus 12, 10 jours pour un vote du Congrès destiné à neutraliser le veto présidentiel, si veto présidentiel il y a eu. Voilà. Donc ça s'articule sur 52 jours, 30 jours, plus 12 jours, plus 10 jours. Et pour neutraliser un éventuel veto présidentiel qui viendrait après une décision du Congrès de ne pas accepter de lever les sanctions et qui verrait le président opposer son veto, il suffirait pour la Chambre des représentants, qui est dirigée par une majorité républicaine de 200
44 sièges, d'atteindre le seuil de 290 sièges pour atteindre les 2/3 des voix nécessaires. Et au Sénat, où les Républicains ont une majorité de 54 sénateurs, il leur faut atteindre 67 sénateurs, les 2/3 encore une fois. Il leur faut donc convaincre 13 sénateurs démocrates de neutraliser le veto présidentiel éventuel. Le président a compris que c'est bien possible qu'il soit désavoué, que c'est bien possible qu'un éventuel veto de sa part soit neutralisé par un vote à la majorité qualifiée dans les deux chambres, ce qui place désormais la Maison-Blanche dans une situation où elle est obligée de revoir sa négociation, sa manière de négociation avec l'Iran, et de placer la barre beaucoup plus haut dans ses exigences formulées à l'égard de l'Iran, c'est-à-dire d'être prête à faire infiniment moins de concessions que ce que ce prétendu accord signé, non signé, et plutôt non signé que signé le 2 avril, laisse entendre. Et donc, voilà le Congrès qui vient d'une façon bipartisane, ce qui souligne le caractère remarquablement démocratique des institutions américaines, qui vient de s'exprimer, qui vient de signifier au président, attention, vous ne pouvez pas engager les États-Unis dans une affaire aussi sérieuse, aussi grave, avec des conséquences potentiellement aussi dangereuses pour la sécurité des États-Unis et pour la sécurité des alliés des États-Unis dans la région. Vous ne pouvez pas engager les États-Unis sans en passer par une consultation et un accord du Congrès. Belle victoire pour le Congrès, sans aucun doute. Belle victoire pour Benjamin Netanyahou et sa stratégie de l'information auprès de ce corps représentant des États-Unis. Et belle défaite, surtout, pour l'administration américaine qui, depuis, essaye de minimiser cette défaite en disant qu'elle a obtenu des aménagements substantiels dans le projet de résolution Corker-Menendez, alors que c'est vraiment à la marge des aménagements cosmétiques que la Maison-Blanche a obtenus. Alors, puisque nous en étions au comptage de jours, la même problématique se pose également pour la composition du prochain gouvernement israélien. Oui. Là, Benjamin Netanyahou a dû se rendre compte, a dû avouer qu'il n'était pas en mesure, actuellement, au bout des 30 jours, des 28 jours convenus à l'avance, de former un gouvernement réunissant une majorité au sein de la Knesset, et que selon les cas, certains partis jouent un peu les précieuses ridicules, d'autres font monter les enchères, d'autres ont des appétits disproportionnés par rapport à leur poids réel dans la vie politique israélienne. Et donc, Netanyahou a dû aller chez le président Rivlin et a demandé et obtenu un prolongement de 30 jours afin de présenter finalement un projet de gouvernement. Vous voyez que c'est quelque chose qui rend compte d'un certain dynamisme de la démocratie dans la vie politique israélienne, au moins autant démocratique que la société américaine et le Congrès américain, et que le sort n'en est pas jeté, à savoir est-ce qu'il y aura une coalition, est-ce qu'il y aura un gouvernement d'union nationale, si en tout dernier ressort, il s'avère impossible de réunir 61 pour atteindre le seuil de la majorité, et que c'est donc, on pourrait s'attendre à des changements drastiques par rapport à les évaluations que nous avions faites les semaines précédentes. Alors on se rappellera, pour ceux qui sont fidèles à notre émission, on disait que c'était en 3 phases les élections israéliennes. D'abord, la phase réservée au peuple israélien qui dépose son bulletin dans l'urne, et puis la deuxième phase qui consiste pour chaque parti à dire au président qui, selon chaque président de parti, devrait être investi de la mission de former le gouvernement. Toutes ces 2 premières étapes sont derrière nous. On est dans la 3e étape, c'est-à-dire les négociations entre le formateur et le Premier ministre in pectore avec
ses alliés potentiels pour voir s'il peut dégager en effet une majorité qui dépasse les 61 sièges. On avait parlé de 67 sièges potentiellement, c'est-à-dire les 30 sièges du Likoud, les 13 sièges des deux partis religieux, les 8 sièges de Bennett, c'est-à-dire il y a, les sionistes religieux, les 6 sièges de Lieberman et les 10 sièges de Kulanou, c'est-à-dire le centriste de Moshe Carlon. Ça faisait 67 sièges. Pour l'instant, il ne semble y avoir d'accord de principe. Rien n'a été signé parce que là aussi, c'est un peu comme pour l'Iran, enfin en théorie. Il n'y a pas d'accord tout le temps qu'il n'y a pas d'accord sur tout. Mais il y a en tout cas un accord de principe qui a été passé entre Netanyahou et les partis religieux. Le Chasse et Judaïsme unifié Torah, les grandes difficultés, et avec Kulanou également, avec le centriste, les grandes difficultés sont avec Naftali Bennett et avec Lieberman, qui vendent très chèrement leur peau, mais il est 17h30 dans exactement 30 secondes, donc je propose qu'on revienne après le rappel des titres d'ici 1 minute et demie, 2 minutes, pour développer ce sujet qui le mérite d'ailleurs. Ok, merci. Voilà, Isaac, nous reprenons alors ce... Oui, alors le petit décompte, oui. Pour l'instant, il y a donc 30 de Likoud et 13 des religieux, ça fait 43 qui sont embarqués dans une coalition potentielle, plus les 10 de Kulanou, ça fait 53. Il en manque 8 pour arriver à 61, pour avoir une majorité extrêmement précaire, mais donc il faut convaincre encore les 8 de Bennett, Naftali Bennett, et les 6 sièges que détient Lieberman, ça fait 14 plus 53, ça fait les 67. Bon, alors il est évident que Bennett comme Lieberman, eh bien, ont des exigences particulièrement élevées, bien souvent sans rapport avec leur poids spécifique à l'issue des dernières élections. Bennett demande rien moins que les affaires étrangères, ou bien la défense. Et quant à Lieberman, il demande également la défense ou d'être reconduit dans ses fonctions de ministre des Affaires étrangères. Et encore, il a quelques exigences liées à... La commission des Affaires étrangères. Oui, ça c'était pour Kulanou, mais oui, c'est ça pour la commission des Affaires étrangères, mais en particulier à l'égard des religieux. Vous savez que Lieberman en particulier a un regard extrêmement critique à l'égard des partis religieux et des accommodements qui leur sont concédés, sur lesquels Lieberman souhaite revenir. Et donc, on est vraiment au milieu du gué. Il y a 14 jours encore accordé au formateur pour arriver à former cette coalition. S'il échoue, eh bien, les usages recommandent au président de l'État de confier la charge de trouver une coalition à un autre député nouvellement élu, qui serait vraisemblablement Herzog. Maintenant, pendant ces 14 jours, il ne serait pas surprenant si Bennett et Lieberman s'arc-boutent sur des positions maximalistes, et que Lieberman et Bennett montrent qu'ils sont disposés à aller dans l'opposition s'ils n'obtiennent pas gain de cause dans leurs revendications. Il ne serait pas surprenant que des discussions reprennent avec le chef de l'opposition, avec Isaac Herzog, pour essayer de dégager un gouvernement d'union nationale. Malgré ces dénégations actuelles. Oui, les dénégations des uns comme des autres, à la fois de Netanyahou comme de Herzog. Netanyahou a dit jusqu'au dernier moment il n'est pas question de faire un gouvernement d'union nationale. Même chose pour Herzog, qui a dit nous allons être dans l'opposition, et ce serait une opposition ferme et de tous les instants. Bon, ça c'est aussi pour amuser la galerie. Ce ne serait pas la première fois qu'on le dise, et puis qu'on ait des tractations en coulisses derrière les portes. Et d'ailleurs, il semble bien que Netanyahou et Herzog se soient rencontrés déjà pour discuter. Donc ce ne serait pas tout à fait surprenant, si on est dans une situation de blocage, qu'on reprenne cette carte d'un gouvernement de l'Union nationale qui semblait avoir été abandonnée lorsque, au début des consultations, le Premier ministre se faisait fort de convaincre tous ses alliés potentiels de le rejoindre dans une coalition de droite centre-droit. Oui, tout cela a un prix politique également. Et c'est un dosage d'apothicaire auquel doit se soumettre Netanyahou pour parvenir à
contenter tout le monde et à ne pas blesser. C'est les grandeurs et les servitudes de la démocratie israélienne, qui est une proportionnelle intégrale, comme vous le savez. Ces coalitions sont souvent fragiles, parce que chaque parti monnaie très durement et très chèrement sa participation à la coalition. Il faudra voir si c'est possible. Pour l'instant, manifestement, les consultations sont dans l'impasse. On peut compter sur le Premier ministre israélien pour avoir une martingale dans sa poche et pouvoir trouver un moyen de les satisfaire tous. Et plus on va se rapprocher de la date limite du 7 mai, qui est la date, le dernier jour de la rallonge de 14 jours concédée par le président de l'État, il est évident que plus on va se rapprocher de cette date limite, plus les discussions vont se faire âpres, vigoureuses, violentes même. Mais pour l'instant, les pronostics laissent entendre qu'on va trouver une manière de composer cette coalition à une majorité de 67, même si une surprise n'est pas du tout impossible. Alors, dans l'intervalle, nous avons appris que la coopération sécuritaire entre Israël et l'autorité palestinienne, malgré des effets d'annonce tout à fait contraires, se poursuivait, semble-t-il, dans de bonnes conditions. Oui, dans de meilleures conditions, en tout cas que par le passé puisque depuis 92, c'est la première fois qu'on a des policiers palestiniens en armes déployés à l'est des quartiers orientaux de la capitale israélienne, de Jérusalem. On est, c'est vrai, en dehors du périmètre de la municipalité du Grand Jérusalem, mais voir des policiers palestiniens en armes à Aboudis, c'est-à-dire à quelques kilomètres seulement de la frontière orientale des quartiers orientaux, c'est le témoignage, la preuve que la coopération sécuritaire, quoi qu'on en dise, elle fonctionne, et elle fonctionne plutôt mieux. Ce qui veut dire qu'il semblerait que derrière les discours incendiaires des uns et des autres, il y a des canaux de discussion extrêmement confidentiels, extrêmement discrets entre l'exécutif israélien et les Palestiniens, qui ont abouti non seulement à donner cette possibilité aux policiers palestiniens de patrouiller dans les villes palestiniennes qui se trouvent donc en Judée-Samarie à l'est de Jérusalem, mais aussi de débloquer le problème des fonds, des taxes levées par Israël pour le compte de l'autorité palestinienne et qui ont été versés à l'autorité palestinienne, diminuer ces fonds, c'est vrai, de ce que l'autorité palestinienne devait à des entreprises israéliennes comme l'eau et l'électricité. Mais il semblerait que là aussi, les Israéliens et les Palestiniens ont convenu de former un comité conjoint de manière à prévenir ces problèmes de dette des Palestiniens à l'égard des entreprises publiques ou privées israéliennes qui fournissent des biens et des services aux Palestiniens. Et donc, là aussi, il semblerait que derrière cette rhétorique intransigeante et maximaliste des Palestiniens, le réalisme a pris le dessus, et puis parce qu'il y a une conscience évidente de la part de Abbas, qui a atteint ses 80 ans, que la sécurité de son régime et de la survie de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie dépendait directement, avait une corrélation extrêmement étroite avec la coopération israélienne, et que sans coopération israélienne, ça pourrait gêner les Israéliens si elle cessait d'exister, cette coopération sécuritaire avec les Palestiniens, mais ça signerait tout simplement la fin de l'autorité palestinienne en Judée-Samarie, qui ne manquerait pas d'être boutée dehors de Judée-Samarie par le Hamas, comme elle l'a été à Gaza en 2007. Alors, en Judée-Samarie, on retourne un petit peu à cette région d'Israël, où, sur la base de plusieurs protestations, de plusieurs États membres de l'Union européenne, sur la base d'une pétition qui, selon nos sources, aurait même été pensée et rédigée par Didier Reynders, ministre belge des Affaires étrangères. 16 États membres sur les 28 auraient fait une pétition demandant le rejet de tous les produits issus... L'étiquetage. Pour l'étiquetage, oui. Qui équivaut à rejeter les produits
qui seraient créées et élaborées dans les implantations. C'est un peu curieux de voir le ministre belge prendre le leadership d'une telle opération. Il est clair qu'au niveau européen, la représentante Mogherini est une ferme volontaire de ce genre d'interdiction via un étiquetage pour stigmatiser les produits issus de Judée-Samarie. Mais ça prend forme, ça fait partie, je crois, du paquet de mesures envisagées concrètement par l'Union européenne pour essayer de faire plier Israël dans sa volonté d'utiliser toujours les implantations pour favoriser la production dans ces régions, même si on sait que ça a un coût social. Rappelons-nous l'histoire de SodaStream. SodaStream, dont le siège était établi à Ma'ale-Adumim, et qui a mis sur le carreau plusieurs centaines de travailleurs palestiniens qui, grâce à cela, pouvaient nourrir leur famille, pouvaient vivre et pouvaient véritablement avoir un niveau de vie plus confortable. Alors, on va maintenant reparler de ces questions. Est-ce que c'est le prélude également à un étiquetage stigmatisant des produits israéliens, de tous les produits israéliens? Alors, c'est effectivement une lettre qui a été écrite par les représentants de 16 États membres sur 28, dont tous les grands membres de l'Union européenne, à l'exception d'un seul, l'Allemagne, qui n'a pas signé cette lettre. C'est une rumeur que ce soit Didier Reynders qui l'ait rédigée ou qui l'ait conçue. On n'a pas la preuve, mais en tout cas, ce sont des sources convergentes qui laissent penser que ce serait le ministre des Affaires étrangères de notre pays qui aurait été à la manœuvre. Mais en tout cas, l'Allemagne ne fait pas partie des signataires, la Tchéquie non plus, la Pologne non plus. Donc 16 sur 28, ça fait beaucoup. Il y a 3 ans seulement, ils étaient 13 pays européens à demander un tel étiquetage, un tel régime de discrimination à l'égard des produits israéliens venant des implantations. Ils sont aujourd'hui 16, c'est-à-dire une progression de 3 pays en 2 ou 3 ans. C'est considérable, ce qui veut dire que petit à petit, eh bien, se fait jour, ou bien l'idée de pénaliser ou de stigmatiser, de discriminer, d'étiqueter, d'identifier des produits israéliens venant des implantations trouve son chemin de plus en plus facilement dans les esprits européens. Il est vraisemblable qu'on n'en fera encore rien, tout le temps que l'Allemagne n'est pas dans le tableau et n'est pas dans le bateau, n'est pas partie prenante à ce genre d'initiative. Il est peu probable que l'Union européenne prenne une telle mesure, même si l'envie d'en découdre avec Israël est certainement extrêmement puissante, et bien plus puissante que les pénalités que de telles mesures infligeraient au plan social sur les Palestiniens, celles que vous rapportiez. Mais on n'en est pas encore là. Mais on s'y achemine tout doucement. Mais il y a des moyens pour contrecarrer cela. Et ces moyens, ils sont en train d'être élaborés. Devinez où? Aux États-Unis, à Washington, au Congrès. Nous y revenons, parce que Israël est le premier pays à avoir signé un accord de libre-échange avec les États-Unis. Et il est prévu que le Congrès, c'est un projet de résolution, encore une fois, qui est en cours d'élaboration, et qui prévoirait que tout État, toute société, privée ou publique, toute organisation gouvernementale ou non gouvernementale, qui s'aviserait de boycotter directement ou indirectement Israël ou ses produits, serait boycotté à son tour par les États-Unis, c'est-à-dire serait mis sur une liste noire qui l'empêcherait de commercer avec les États-Unis. Donc, les États-Unis viendraient de cette façon-là, le Congrès américain viendrait de cette façon-là au secours d'Israël pour offrir à Israël un contre-boycott contre tous ceux qui s'aviseraient de boycotter les produits israéliens. Il faut aussi savoir, parallèlement à cet accord de libre-échange entre les États-Unis et Israël, qu'il y a un accord de libre-échange en cours d'élaboration entre les États-Unis et l'Union européenne, et dans les provisions de cet accord de libre-échange USA-Union européenne, il serait également prévu que cet accord de libre-échange serait conditionné à l'interdiction faite
à tous les Européens, qu'il s'agisse des États, qu'il s'agisse d'organisations non gouvernementales ou gouvernementales, qu'il s'agisse de sociétés privées ou publiques, de boycotter directement ou indirectement les produits israéliens sous peine de ne pas voir cet accord de libre-échange être signé. Donc voilà les contre-mesures, les contre-feux que le Congrès américain peut mettre au service d'Israël pour prévenir cette tentation décidément qui occupe les Européens de manière compulsive, je dirais, lorsque la terre est en train de trembler. C'est de cela dont on s'occupe, de quelques produits qui viennent des implantations, qui de toutes les façons ne blesseront pas l'économie israélienne, parce que c'est la part des exportations de produits venant de ces implantations, c'est-à-dire des territoires disputés et mineurs, et même dérisoires, mais c'est surtout sur un plan symbolique qui faisait dire, et d'ailleurs au ministre des Affaires étrangères israélien, Avigdor Lieberman, qu'il faudrait désormais mettre une étoile jaune sur chacun des produits en provenance des implantations. Alors, vous avez parlé de tremblement de terre. Ça m'amène tout naturellement au creusement de tunnels auxquels le Hamas se livre depuis des années. Et après la guerre du mois de juillet, on avait conclu au fait que c'était véritablement difficile, sinon, voire même impossible, dans l'état actuel des technologies, pour Israël, de repérer le creusement et l'existence de tunnels. Or, il semblerait que la société Elbit, qui est leader dans un certain nombre d'opérations dans le domaine de la sécurité et de la défense. De la défense, également dans la matière technologique de l'espace aussi, aurait découvert un procédé permettant de repérer les tunnels et évitant ainsi d'envoyer ensuite les soldats pour éliminer ces tunnels, au risque d'être à leur tour attaqués et isolés et prisonniers de ces mêmes tunnels. Alors c'est une nouvelle donne qui, je crois, est au moins aussi importante que l'opération Dôme de Fer, puisque ça garantit une sécurité sous les pieds. C'est exactement ça. Il y avait une sécurité dans le ciel, il manquait cette sécurité souterraine. Et 8 mois après la dernière confrontation entre le Hamas et l'État d'Israël, 8 mois seulement après, eh bien, il semblerait en effet que Elbit Systems, qui est cette grande société israélienne versée dans la recherche et le développement de technologies nouvelles pour la sécurité et la défense israélienne, a mis au point un système de maillage avec des senseurs qui sont plantés dans le sol et qui permettent, les derniers essais sont extrêmement concluants, et qui permettent de déceler toute présence d'activité souterraine et qui permet ainsi de prévenir dès la source de cette activité souterraine, eh bien, la présence d'une ambition de creuser des tunnels qui passeraient sous la frontière qui sépare Gaza de l'État d'Israël. C'est donc une avancée considérable et surtout un progrès pour la sécurité et le confort moral de tous les milliers d'Israéliens qui vivent dans les agglomérations frontalières de la bande de Gaza, donc tout le Negev occidental jusqu'aux premières grandes villes au nord de la bande de Gaza sur la bande côtière. Donc c'est un confort moral considérable, de même nature, vous faites bien de le rappeler, de même nature que le dôme de fer. C'est certain que sur un plan moral, c'est extrêmement angoissant de se dire que l'ennemi peut à tout moment surgir de dessous ses pieds. D'avoir trouvé aussi rapidement une parade à ce qui semblait être l'atout majeur des organisations terroristes de la bande de Gaza est une avancée considérable pour la défense du territoire israélien et surtout pour cesser de fabriquer de l'angoisse, de l'anxiété dans ces populations qui sinon seraient obligées de quitter et en quittant donnerait une victoire de fait au Hamas, à la djihad islamique. Donc c'est une avancée considérable. Les tests ont été faits. Ils sont déjà en train d'équiper une partie de la frontière entre Gaza et Israël et ils comptent l'étendre dans les prochaines semaines, les prochains mois sur toute la frontière qui sépare la bande de Gaza d'Israël. Et ensuite,
eh bien d'équiper toute la frontière nord, celle qui sépare le nord d'Israël d'avec le Liban. Donc c'est une avancée technique qui est aussi sur un plan tactique et militaire un game changer, parce que ça prive le Hamas d'une arme de dissuasion et d'une arme de terreur qui avait considérablement pénalisé Israël dans la dernière opération. Alors venons-en maintenant peut-être à un pays proche de nous et qui a connu des soubresauts au cours de cette année. Je veux parler de l'Ukraine. Oui. Et qui a comme conséquence un refroidissement très net des relations entre l'Union européenne et la Russie de Poutine, à tel point que Poutine a engrangé sans grande difficulté la Crimée, déjà, et qu'il s'apprêtait à faire à peu près la même opération avec l'Est de l'Ukraine. Pour l'instant, c'est un statu quo fragile qui subsiste, mais je pense que les ambitions de Poutine restent au même niveau et qu'il n'a pas abandonné l'idée soit d'une annexion pure et simple de l'Est de l'Ukraine, soit en faire un territoire plus ou moins autonome, soumis aux règles et aux volontés, aux diktats de l'État russe. Ce vers quoi on se dirige, c'est vraisemblablement moins une annexion du Donbass qu'un régime d'autonomie extrêmement étendu pour toutes les régions orientales de l'Ukraine. Le point que vous rappelez, c'est la décision prise par le Parlement ukrainien. On se rappellera quand même que Maïdan, dont on a décrit la geste héroïque, c'était quand même instrumentalisé par le parti Svoboda, qui est quand même un parti d'extrême droite. On n'en parle plus du tout. On fait passer les Ukrainiens de l'Ouest pour des parangons de la démocratie, et ceux de l'Est pour d'affreux jojos pro-russes. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'il y ait un Ukrainien pour sauver un autre. Et à cet égard-là, d'ailleurs, le Parlement ukrainien a voté, il y a quelques jours, une loi qui renvoie dos à dos les fascismes communistes et les fascismes nazis, et que le nazisme, comme le communisme, était également, j'insiste, nuisible, et qui, surtout, faisait de ceux qui ont combattu les soviétiques et qui a fait qu'ils se sont trouvés à côté, épaule contre épaule des nazis, en ont fait donc des collaborateurs pro-nazis, en ont fait des combattants de la liberté. Désormais, ceux qui ont assassiné des juifs, ceux qui ont combattu les soviétiques aux côtés des nazis, sont rien de moins en Ukraine. L'Ukraine, soutenue par l'Union européenne comme par les États-Unis, sont désormais considérés comme des combattants de la liberté. Voilà qui dévoile un pan, un côté, un visage de cette Ukraine qu'on présente... Peu présentable. Moins présentable que le visage qu'on veut bien lui donner. Qu'on veut bien lui donner, en effet. Mais c'est peut-être également ce genre de faux pas politique peut être de nature également à limiter la contestation avec l'État, la Russie de Poutine. N'oublions pas que les Ukrainiens ont demandé également à pouvoir être armés, que cette demande est parvenue au gouvernement israélien, que des rumeurs font état de possibles transferts d'armes d'Israël vers l'Ukraine, et que ce genre d'alliance est toujours dangereux dans la mesure où on veut prendre pour acquis que les populations qu'on va aider ont été dans le passé de parfaits salauds, et que ça n'est certainement pas un allié, je dirais, présentable. Il a été question de la livraison d'armes israéliennes à l'Ukraine. D'ailleurs, ce qui a motivé la colère de Poutine, qui a prévenu les Israéliens de n'en rien faire, de bien s'en garder, parce qu'il pourrait leur en coûter. Bon, les Israéliens ne sont pas contents du tout avec Poutine à cause de la livraison. Enfin, la volonté, semble-t-il, de livrer à plus ou moins longue échéance des S-300 à l'Iran.
Ils ont manifesté leur désaccord et leur mécontentement de façon d'ailleurs pas très 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 bruyante, parce que derrière, eh bien, cette politique de la rhétorique et de la déclaration, on va livrer des S-300 à l'Iran. Bien, d'abord, c'est déjà arrivé par le passé que la Russie dise vouloir faire quelque chose et abandonner ses intentions chemin faisant. Et ensuite, il semblerait qu'il manque que l'armée russe soit elle-même en déficit d'équipement de S-300 pour laisser penser que lorsque les industries de l'armement russe seront capables de livrer l'Iran, il s'écoulera pas mal de temps. Ce qui veut dire que cette menace que feraient peser les S-300 sur une intervention militaire potentielle d'Israël contre les installations nucléaires iraniennes, eh bien l'Iran n'aurait pas réceptionné ces S-300 à temps pour bien contrecarrer ou rendre plus difficile cette intervention israélienne. Alors, on peut venir. Il y a également la Pologne qui se manifeste en arrière-plan. Oui, il y a eu la journée de la Shoah il y a quelques jours, et il y a eu un article qui est paru dans le Washington Post, donc pas le dernier des journaux américains, signé par James Comey, qui est un représentant, un haut gradé du FBI américain, qui pointait du doigt les responsabilités du régime nazi dans la Shoah, dans la destruction, la tentative, l'ambition d'éradiquer le peuple juif de la surface de la terre. Et il pointait du doigt également la complicité, la responsabilité des complices polonais. Ça n'a pas eu l'air de plaire au gouvernement polonais, qui a exigé du représentant américain à Varsovie, donc de l'ambassadeur américain à Varsovie, Stephen Mull, eh bien de présenter rien moins que des excuses, parce que, dit le gouvernement polonais, les Polonais ont été des victimes du nazisme et en aucun cas n'ont été les complices de l'entreprise d'éradication et d'extermination des Juifs. Ce que l'ambassadeur américain s'est empressé de faire en disant que ce qu'écrit le responsable du FBI dans le Washington Post n'est pas du tout la ligne gouvernementale américaine, ce qui laisse entendre que pour cette administration américaine, eh bien, les Polonais n'ont pas du tout été les complices de la Shoah. Bien, dont acte. Oui, dont acte. Décidément, il faut s'y faire, il faut apprendre à travailler avec cette nouvelle administration américaine qui décidément réserve de plus en plus de surprises. D'autant plus de surprises qu'il y a eu une déclaration tout à fait ahurissante du président américain vendredi dernier, lorsqu'il déclarait deux choses. Et on a vu dans le Conseil des ministres israélien, à la chaîne 10 israélienne, ceux qui commentaient l'actualité, littéralement les mâchoires tombaient d'étonnement devant les nouvelles qu'ils apprenaient après les déclarations du président américain, qui disait d'une part que la livraison par la Russie des S-300 à l'Iran, ma foi, était tout à fait normale, et qu'il s'étonnait que pendant aussi longtemps, les Russes aient respecté leur engagement de ne pas le livrer. Extraordinaire. Et donc, il louait les Russes pour avoir respecté aussi longtemps l'interdiction de livrer les S-300, et donc il laissait entendre qu'ils pourraient parfaitement s'accommoder de cette livraison des S-300 à l'Iran. Ça, c'est la première chose qui a littéralement sidéré les analystes israéliens présents sur le plateau. Et la deuxième chose... je l'ai perdu de vue, ça me reviendra. Oui, elle me revient. Et comment ? C'est parce qu'il laissait entendre dans cette interview que, contrairement à ce qu'il laissait entendre le 2 avril, que les sanctions seraient levées très progressivement en fonction des contrôles faits par l'AIEA qui montreraient que l'Iran respecte bien ses engagements, eh bien, il ouvrait la porte, effectivement, à une levée complète et immédiate de toutes les sanctions dès le jour de la signature d'un accord. Et ça a montré que cette administration américaine est décidément prête à absolument toutes les concessions du moment qu'elle puisse pouvoir agiter un papier d'accord avec l'Iran. On rappellera donc à cet égard que quels que soient les accords ou les accords que l'administration américaine conviendrait avec l'Iran, il ne s'agira plus d'un accord maintenant que le Congrès a passé ce projet de loi Corker-Menendez, mais d'un projet de loi qui devra être soumis à l'approbation du Congrès pour lever les sanctions. Et on sait bien que s'il n'y a pas de levée des sanctions, les Iraniens ne signeront strictement rien.
Alors, pour parfaire votre exemple de la volatilité de l'esprit de l'administration Obama, je me référerai maintenant à la référence au génocide arménien, Oui. qui pendant des années a été nié par l'administration Obama. C'était une promesse de campagne, figurez-vous. Alors qu'il avait promis, lors de son premier mandat, En 2008. en 2008, Oui. d'aboutir à la reconnaissance Ouais. d'un tel génocide. Qu'il ferait en sorte que son pays reconnaisse le génocide et qu'on parle désormais de génocide arménien et que tout président américain se déshonorerait si il ne reconnaissait pas la réalité du génocide arménien. Or, depuis sa première élection en 2008, il parle certes de massacre, d'exaction, de cruauté, mais il n'a jamais prononcé le mot qu'il s'était promis lui-même de dire, sans lequel un président est frappé d'indignité. Bien, écoutez, à force de flirter avec l'indignité, je crois qu'on devient nous-mêmes indignes. Mais c'est bien qu'on termine l'émission avec ce rappel-là, parce que le 24 avril, c'est le 100e anniversaire du début du génocide arménien. 24 avril, c'est dans 4 jours exactement, et il est bon de le dire et de le redire. Les Turcs se sont rendus coupables d'un génocide aux dépens du peuple arménien. Il a fait 1,5 million de morts. Voilà. Eh bien, chers amis, on va se quitter sur cette conclusion pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour chercher l'erreur. Ce soir, il n'y aura pas d'émission rencontre, mais on se retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec plaisir. Et merci de votre fidélité. Au revoir. À bientôt. Au revoir.